Et si la démocratie, ce système que nous croyons garant de nos libertés, pouvait devenir elle-même une forme de tyrannie? Aujourd'hui, on va explorer comment un pouvoir donné au peuple, apparemment inoffensif, peut en réalité s'imposer sans limite et transformer la liberté en domination. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir et la souveraineté populaire. Les images que vous verrez dans cette vidéo sont des illustrations symboliques utilisées uniquement pour faciliter la compréhension de certaines idées ou récits. Elles ne représentent en aucun cas les prophètes, les compagnons, ni les pieux prédécesseurs. Conformément à la sunna authentique, il est interdit en islam de représenter ces figures nobles, que ce soit par des dessins, des images ou toute autre forme visuelle. Nous demandons à Allah de nous guider, de nous pardonner et de nous préserver du blâmable. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Aujourd'hui, parlons d'un sujet important et souvent méconnu, l'absolutisme démocratique. On pense souvent que le pouvoir absolu appartient aux tyrans, aux empereurs ou aux rois. Mais en réalité, ce pouvoir peut aussi se retrouver en démocratie. Rappelons d'abord ce qu'est le pouvoir absolu. C'est un pouvoir qui ne connaît aucune limite. Un pouvoir qu'on considère comme infaillible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se tromper et qu'il est interdit de critiquer. En 1576, le philosophe Jean Bodin est le premier à définir la souveraineté ainsi, un pouvoir absolu, qui ne se divise pas et qui ne se partage pas. Autrefois, ce pouvoir appartenait aux tyrans et aux empereurs de l'Antiquité, puis plus tard aux papes et aux rois. Mais plus tard, l'idéologie démocratique a attribué ce même pouvoir absolu à une nouvelle entité abstraite, le peuple. Et c'est là que commence la contradiction. Car si l'on donne au peuple, ou à sa majorité, un pouvoir sans aucune limite, on tombe dans ce qu'on appelle un absolutisme démocratique. Une nouvelle forme de tyrannie, cette fois symbolisée par la volonté de la majorité. Même le philosophe Spinoza avait compris ce danger. Dans son traité politique, il écrivait « J'arrive enfin à la troisième forme de régime, caractérisée par son absolutisme rigoureux, et que l'on appelle démocratique. » Autrement dit, la démocratie, malgré ses prétentions à défendre la liberté et à protéger les droits, peut cacher en réalité une forme de tyrannie. Alors, comment admettre qu'un pouvoir illimité, qu'on critique sous toutes ses autres formes politiques, devienne légitime simplement parce qu'il est attribué au peuple? Tocqueville avait déjà noté ce paradoxe. Il expliquait qu'aucun souverain absolu du passé n'avait osé administrer toutes les parties d'un grand empire sans intermédiaire. Aucun roi n'avait cherché à soumettre indistinctement tous ses sujets à une règle uniforme, ni à régenter la vie de chacun. Pourtant, la souveraineté absolue de la majorité, elle, tend à exercer ce type de contrôle. Le penseur Hayek va encore plus loin. Il qualifie cette croyance dans la souveraineté populaire de superstition. Selon lui, depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle, personne en Occident n'avait vraiment revendiqué une souveraineté illimitée. Même les rois absolus du continent européen, malgré leurs prétentions, ne furent jamais pleinement reconnus comme légitimes dans cette position. Et paradoxalement, c'est avec la démocratie moderne que cette souveraineté illimitée a trouvé sa véritable légitimation. En ce sens, la démocratie est l'héritière directe de l'absolutisme. Beaucoup d'auteurs ont souligné cette aberration. Accorder un pouvoir illimité, même au peuple, finit toujours par corrompre. Qu'il appartienne à un individu, à une oligarchie ou à une majorité, le problème reste le même. L'absolutisme mène inévitablement à la tyrannie. Benjamin Constant, en 1806, l'a parfaitement exprimé dans ses principes politiques. Selon lui,
L'erreur de ceux qui, par amour sincère de la liberté, ont donné au peuple une souveraineté sans limite, vient de leur lecture de l'histoire. Ils ont vu les abus d'un petit nombre d'hommes ou d'un seul, qui détenaient un pouvoir immense et causaient beaucoup de mal. Mais leur colère s'est dirigée contre les personnes et non contre le pouvoir lui-même. Au lieu de détruire ce pouvoir, ils n'ont fait que le déplacer. Et effectivement, c'est bien ce qui s'est passé. Après la Révolution, on est passé de la souveraineté absolue de l'Église, du pape ou du roi, à la souveraineté absolue du peuple. Mais ce changement de détenteur n'a rien résolu, car le danger vient toujours du caractère absolu du pouvoir, quel que soit celui qui l'exerce. Depuis toujours, l'homme a cherché à limiter ce pouvoir illimité, car il est perçu comme une démesure orgueilleuse, vaniteuse et surtout dangereuse. L'homme a toujours craint un pouvoir sans bornes, un pouvoir qui n'est pas tempéré ni contrôlé. Car ce pouvoir absolu, laissé entre les mains des hommes, devient une source inévitable de corruption et d'oppression. Hayek l'explique bien. L'homme cherche à limiter les pouvoirs coercitifs de tout gouvernement, qu'il soit démocratique ou non. Mais le démocrate dogmatique, lui, ne fixe qu'une seule limite au gouvernement, l'opinion majoritaire du moment. Attribuer ce même pouvoir à l'ensemble du peuple, ou simplement à sa majorité, ne change donc rien au problème. Même si, dans la pratique, le peuple n'exerce pas réellement ce pouvoir, il suffit que le principe existe pour engendrer la corruption. Et c'est là qu'on retrouve la célèbre phrase de Lord Acton. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Alors, peut-on vraiment croire qu'une souveraineté absolue serait moins dangereuse, simplement parce qu'elle est attribuée au peuple ? Ou bien devons-nous reconnaître qu'il s'agit toujours du même absolutisme et donc du même risque de tyrannie ? ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Quand le pouvoir absolu est transféré au peuple, la situation change radicalement. Ce qui protégeait autrefois la société devient désormais un pouvoir sans limite, capable d'imposer sa loi sur tous. Autrefois, le pouvoir absolu était concentré dans les mains d'un seul homme, le pape, le roi de droit divin ou le pharaon. Même si ce pouvoir était immense, il existait au moins une limite, la présence du peuple ou des sujets qui pouvaient, par son simple fait d'exister, espérer restreindre l'autorité effective de ce souverain. Mais attribuer ce même type de pouvoir au peuple lui-même change radicalement la situation. Rien ni personne ne peut limiter la majorité dans l'absolu. Cela signifie que la démocratie, en donnant un pouvoir sans limite à l'ensemble du corps social, ouvre la voie à la corruption et à l'aliénation de toute la société. Il n'existe aucune force capable de s'opposer au démos ou à la majorité, et cette absence de contrepoids n'est pas seulement théorique, elle est aussi pratique. Jean-Louis Harwell résume bien ce point. La plus libérale des démocraties actuelles est bien plus absolue que la monarchie dite absolue. En effet, l'autorité de l'État y est beaucoup plus à même d'imposer sa volonté. En effet, dans la psyché et le subconscient des individus qui forment l'ensemble des citoyens, le peuple croit profondément que l'État démocratique ne peut pas le tromper. Après tout, ce peuple est à la base même de la souveraineté, de l'État et de son gouvernement effectif. Et même lorsque l'État démocratique agit contre les intérêts du peuple, les citoyens trouvent ces actes beaucoup plus tolérables que ceux d'un État qui ne se qualifierait pas de démocratique. C'est bien la preuve que la simple prétention démocratique, le simple mot « démocratie », suffit à inhiber les réactions et à faire accepter au peuple des actions qui, dans d'autres circonstances, seraient condamnables. Comme le note I. Dupuy-Derry, une telle manipulation langagière ne s'est pas faite seule, mais fut orchestrée par l'élite politique. Son but était de jouer sur l'imaginaire pour asseoir la légitimité des représentants. Un parti qui ne serait pas perçu comme démocratique ne peut même pas devenir une minorité respectable. Cela montre la force quasi mystique de la démocratie, qui s'impose par sa seule présence symbolique.
Beaucoup d'auteurs ont souligné le danger de cette croyance. Hayek s'étonnait de ces contradictions internes. Le concept crucial pour le démocrate doctrinaire est celui de la souveraineté populaire. Ce concept signifie que la règle majoritaire n'est pas limitée ni limitable. L'idéal de démocratie, initialement destiné à empêcher tout pouvoir de devenir arbitraire, devient ainsi la justification d'un nouveau pouvoir arbitraire. 2. Tocqueville partageait la même inquiétude, un siècle avant Hayek. Il mettait en lumière le danger d'accorder une souveraineté absolue au peuple, même de façon abstraite. Selon lui, « Je regarde comme impie et détestable cette maxime qu'en matière de gouvernement, la majorité d'un peuple a le droit de tout faire. Lors donc que je vois accorder le droit et la faculté de tout faire à une puissance quelconque, qu'on appelle peuple ou roi, démocratie ou aristocratie, qu'on l'exerce dans une monarchie ou dans une république, je dis, là est le germe de la tyrannie et je cherche à aller vivre sous d'autres lois. Ce que je reproche le plus au gouvernement démocratique, tel qu'on l'a organisé aux États-Unis, ce n'est pas, comme beaucoup le prétendent en Europe, sa faiblesse, mais au contraire sa force irrésistible. 3. Montesquieu avait également théorisé sur cette évolution. La monarchie dégénère ordinairement dans le despotisme d'un seul, l'aristocratie dans le despotisme de plusieurs, la démocratie dans le despotisme du peuple. 4. L'histoire confirme ces analyses. Les peuples ont souvent démontré que leurs choix, leur volonté et leurs actions pouvaient être tout aussi injustes et tyranniques que celles des autocrates ou des despotes. Joseph de Maistre écrivait ainsi « Mais de tous les monarques, le plus dur, le plus despotique, le plus intolérable, c'est le monarque peuple. » La souveraineté du peuple ne fonctionne que de manière théorique. Pour la rendre effective, la démocratie a inventé la notion de majorité, qui est certes plus concrète, mais qui ne résout en rien les paradoxes précédents. Cette souveraineté porte en elle la tyrannie de la majorité, capable d'imposer son opinion à tous. Cette force est plus réelle, plus coercitive que celle de l'abstraction « peuple ». Comme le souligne Albéric Ounounous, la majorité a toujours raison et la minorité toujours tort. L'opinion publique devient une puissance et le risque existe qu'un individu n'ose pas s'y opposer. La tyrannie de la majorité est donc cette capacité qu'a la majorité, dans les sociétés démocratiques, à imposer ses idées et ses façons de vivre à un individu qui renonce à exercer son autonomie. I1. En France, ce mécanisme est particulièrement visible. L'autonomie individuelle promise par la démocratie est souvent annulée par l'exercice même de la souveraineté populaire. L'égalitarisme démocratique tend à écraser l'individualité et à soumettre toutes les différences à la volonté générale. C'est ici que l'on comprend que liberté et démocratie sont deux notions distinctes, voire opposées, comme le disait José Ortega y Gasset. Liberté et démocratie sont deux choses qui au début n'ont rien à voir ensemble et finissent par se révéler mutuellement antagonistes. 2. L'égalité, socle fondamental de la démocratie française, nourrit la volonté générale qui devient une et indivisible, comme l'indique la devise de la République. C'est une illusion très répandue que de croire que démocratie rime avec liberté. Schumpeter rappelait que la méthode démocratique ne garantit pas nécessairement une marge de liberté individuelle supérieure à celle qu'octroierait un autre système politique, et il peut même arriver que ce soit l'inverse. 1. On retrouve cette dynamique dans le traitement des minorités, par exemple des musulmans en France. L'égalitarisme démocratique combat les opinions minoritaires, alors même que leur existence est essentielle pour que la démocratie fonctionne. La volonté générale agit comme une force écrasante. La fiction démocratique prête aux régents l'autorité du tout. C'est le tout qui veut, c'est le tout qui agit. 2. Ainsi, derrière l'image de liberté et de pouvoir populaire, la démocratie moderne révèle ses paradoxes et ses limites. Elle peut devenir paradoxalement plus absolue et plus oppressante que les régimes qu'elle prétendait remplacer. Mais pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, il faut examiner comment ce tout collectif, cette majorité égalitariste, s'oppose aux individus libres et minoritaires, et comment, par sa souveraineté absolue, la démocratie transforme radicalement toutes les dimensions de notre vie, publique et privée.
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Le tout collectif, c'est-à-dire la majorité égalitaire et égalitariste, qui impose une pensée unique conforme, s'oppose nécessairement au 1, ces individus libres et minoritaires. Et il ne s'agit pas d'individualisme égoïste, mais de liberté réelle. D'ailleurs, cette minorité est essentielle. Sans elle, une majorité politique ne pourrait pas exercer pleinement son pouvoir dans une démocratie. Il est surprenant de constater que les anciens régimes absolus, qu'ils soient tyranniques, despotiques ou religieux, ne cherchaient pas à contrôler les individus jusqu'au plus profond de leurs convictions ou de leur manière d'être dans la société. L'absolutisme démocratique, lui, ne connaît aucune limite temporelle. Et dans sa version égalitariste, laïque et ultra-matérialiste, il va encore plus loin. Il ne reconnaît plus les limites d'une divinité, d'une religion ou d'une tradition, même dans un cadre spirituel, éthique, moral ou philosophique. Ces limites, autrefois, tempérèrent le pouvoir et préservaient le sanctuaire de la croyance et des convictions privées. Hayek écrit à ce sujet « Il semble que ce soit la destinée régulière de la démocratie qu'après une première période glorieuse pendant laquelle on la comprend comme une sauvegarde de la liberté personnelle et où elle l'assure effectivement tant qu'elle accepte les limitations d'une loi supérieure à elle, la démocratie en vienne tôt ou tard à revendiquer le pouvoir de régler n'importe quelle question concrète selon la décision d'une majorité sans égard au contenu de cette décision. » C'est exactement cet aspect totalitaire de la démocratie et cette souveraineté absolue du peuple par sa majorité, qui lui donne une force illimitée dans le temps et dans toutes les dimensions de la vie. Elle dépasse largement les anciens absolutismes, car elle n'intervient pas seulement dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère privée. Tocqueville l'avait pressenti lorsqu'il écrivait « Je pense que l'espèce d'oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l'a précédé dans le monde. Nos contemporains ne sauraient en retrouver l'image dans leurs souvenirs. Je cherche enfin moi-même une expression qui reproduise exactement l'idée que je m'en forme et la renferme. Les anciens mots de despotisme ou de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle. » Cette chose nouvelle, le totalitarisme démocratique, était inexistante au temps de Tocqueville. Aujourd'hui, elle n'est plus inconnue. C'est un absolutisme qui est à la fois immanent et transcendant, public et privé, profane et sacré. La démocratie égalitariste tend à devenir absolutiste et totalitaire. Elle se transforme presque en religion séculière et cherche à éviter toute contestation, qu'elle soit publique, collective, privée ou individuelle. Le dogme de la souveraineté populaire, exprimé par la volonté générale, devient à la fois le législateur, celui qui crée la loi, et le bras de la justice, celui qui l'applique sans aucun conflit d'intérêts dans ses fondements philosophiques. Mais ce pouvoir a aussi des effets sur la société. Il tend à renforcer le pouvoir administratif et politique de l'État. La démocratie détruit les structures traditionnelles et les tissus sociaux fondamentaux, et elle déstructure moralement et intellectuellement les individus. Patrick Cabanel note « La résorption de la démocratie dans la technique devient inévitable et rétroagit sur ses valeurs en diminuant leur importance ou en menant à leur dissolution. L'imperfection du système apparaît donc d'un double point de vue. Relativité de la technique et désaffection constante à son égard traduisent à la fois une certaine acculturation politique citoyenne et l'emprise d'une élite bureaucratique et technicienne qui devient aussi celle du savoir. Celui-ci, en effet, échappe au plus grand nombre qui s'en désintéresse ou se le voit refuser. Or, les vertus démocratiques sont au gouvernement de la cité ce que les commandements sont à la religion. On ne peut les respecter que lorsque l'on y croit, et on ne peut y croire que si on les comprend. Ainsi, la démocratie crée un vide politique à l'intérieur de l'homme, même avant de penser à la société. Le mythe de la souveraineté populaire assure sa propre pérennisation dans le temps.
Plus les citoyens sont acculturés et perdent leur autonomie politique, plus le système s'installe et conquiert tous les espaces privés et publics. Il devient intolérant non seulement à la remise en cause du système, mais aussi à la critique de ses fondements philosophiques. Aziz Djellab souligne « L'atomisation des sociétés démocratiques renforce l'apathie des citoyens et par une sorte d'effet boule de neige, à mesure que le pouvoir central se renforce, le sentiment d'impuissance des citoyens s'étend, ce qui permet un nouvel accroissement de la centralisation. La démocratie révèle ainsi une soif totalitaire de pouvoir. Elle cannibalise les forces et l'intégrité des individus, augmentant progressivement son emprise sur la société. Tocqueville l'avait déjà observé. Chez les peuples démocratiques, les individus sont très faibles, mais l'État, qui les représente tous et les tient tous dans sa main, est très fort. En somme, la démocratie égalitariste, par son absolutisme latent, son contrôle du public et du privé et sa souveraineté populaire illimitée, est devenu un pouvoir qui peut absorber la société entière, tout en affaiblissant profondément chaque citoyen. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Au final, qu'il soit entre les mains d'un roi ou d'une majorité, le pouvoir absolu reste dangereux. La démocratie, en donnant un pouvoir sans limite au peuple, ne fait que déplacer l'absolutisme plutôt que l'éliminer. Comme le disait Lord Acton, le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Alors, la vraie question à se poser n'est pas seulement celle du régime, mais celle des limites que nous acceptons de donner au pouvoir, même quand il se dit démocratique. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.